Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons insulter du riz afin de le faire pourrir. Nous allons observer des cristaux de glace gorgés d'émotions positives ou négatives conformément aux travaux du docteur Masaru Emoto. Ne dites pas que c'est bizarre avant d'avoir écouté. Commençons. Nous sommes à la fin des années 1990. Une proposition simple séduit le grand public. L'eau réagit à nos émotions. Elle formerait des cristaux harmonieux lorsqu'on lui dit « merci » et se figerait en forme défigurée si on insulte. Dans des livres richement illustrés, Masaru Emoto montre ces images comme des preuves et surtout raconte une histoire à laquelle beaucoup veulent croire. Nos pensées laisseraient une empreinte dans la matière. En quelques années, Les messages cachés de l'eau devient un best-seller international, décline des conférences, des ateliers, une marchandise foisonnante et alimente une mythologie New Age où le Hado, une énergie vibratoire subtile, expliquerait tout. Le récit est ravissant. Il promet une réconciliation avec un monde perçu comme froid et technique. Si l'eau nous comprend, bien peut-être l'univers nous écoute-t-il. Mais quand on gratte un peu la surface des flocons et des mots doux, l'histoire des motos apparaît pour ce qu'elle est. Un exemple canonique de pseudoscience prospérant grâce à des images frappantes, une méthodologie bancale et un écosystème éditorial et commercial parfaitement huilé. Du vibration émetteur au message de l'eau. Masaru Emoto grandit à Yokohama et obtient en 1966 un diplôme en relations internationales. Sa première carrière se déroule dans les affaires et le journalisme. Le tournant pseudo-scientifique intervient à la fin des années 80 lorsqu'il s'intéresse à la médecine vibratoire. En 1989, il obtient l'exclusivité au Japon d'un appareil breveté par l'américain Ronald J. Weinstock, le Magnetic Resonance Analyzer, MRA. Emoto le rebaptise vibration-émetteur, censé lire des champs subtils et diagnostiquer pratiquement n'importe quoi. Le brevet existe bel et bien et décrit un dispositif extravagant prétendant analyser des signaux de résonance dans n'importe quelle matière. Que l'appareil ait une quelconque validité médicale est une toute autre affaire, bien sûr. Emoto se pare du titre de docteur via un diplôme en médecine alternative émanant d'une entité non accréditée, l'Open International University for Complementary Alternative Medicine, listée par les autorités du Texas parmi les institutions dont l'usage du titre est illégal. Le vernis compte plus que la substance. Pour le public, il devient le docteur Emoto. Un doctorat bien mis en valeur, c'est impressionnant. Au milieu des années 1990, il emprunte une voie plus spectaculaire. Photographier des cristaux de glace formés après avoir exposé de l'eau à des mots, à de la musique, à des images, à des prières. Les meilleurs clichés peuplent des albums, puis le livre qui lui apporte une renommée mondiale, Les messages cachés de l'eau, en 2004. L'ouvrage, publié chez Beyond Words, est présenté comme un New York Times best-seller et martèle la thèse clé, la conscience humaine modifie la structure de l'eau. Les quatrièmes de couverture parlent de photographie à haute vitesse et de cristaux splendides pour l'amour, ternes pour la haine, dramaturgie naïve, mais efficacité maximale. La méthode selon Emoto, une science par les images. Comment se fabriquent ces preuves? Le protocole, tel que décrit dans les livres et les sites d'Emoto, tient en quelques gestes. On prend des fioles d'eau, on les expose par des mots collés sur l'éprouvettes, par des musiques ambiantes, par des prières à distance. On les congèle rapidement, puis on photographie au microscope les cristaux formés sur des lamelles. Les paramètres physiques, vitesse de congélation, impureté, gradient thermique, déterminants en cristallographie de la glace, sont peu ou pas maîtrisés. Parmi les milliers d'images, les belles sont retenues pour les stimuli positifs, les laides pour les négatifs. Le choix est esthétique, donc subjectif. J'aimerais vous dire
que ce travail se fait avec des contrôles et en aveugle. Mais le projet d'Emoto n'est pas vraiment de faire de la science. Très tôt, des sceptiques documentent ces failles. Harriet Hall, médecin et éditorialiste, parle d'un conte en images. Le chimiste Stephen Lower dissèque sur son site l'ensemble des promesses autour de l'eau structurée et du folklore des vibrations. Dans l'un et l'autre cas, l'argument central tient en une phrase. Des jolies photos ne font pas des données et aucun mécanisme physico-chimique plausible ne soutient la thèse. Le vernis académique, la parenthèse Explore et ses suites. En 2006, Emoto est co-auteur d'un article dans Explore, The Journal of Science and Healing, Double-blind test of the effects of distance intention on water crystal formation. Test en double aveugle des effets de l'intention à distance sur la formation des cristaux d'eau. Exactement. L'étude se présente comme une tentative de test rigoureux, décrit comme un double aveugle. Voici le protocole. De l'eau est prélevée et conditionnée en Californie. Pendant ce temps, à plus de 8000 km de là, au Japon, environ 2000 personnes sont réunies dans une grande salle de Tokyo. On leur demande de concentrer ensemble leurs intentions positives à l'égard d'un lot précis de flacons d'eau identifiés à distance par photographie. Les autres flacons ne sont pas visés par ces prières collectives et servent de contrôle. Tous les échantillons, ceux qui reçoivent l'intention et ceux qui ne l'ont pas reçue, sont ensuite congelés et photographiés selon la méthode d'Emoto sous microscope en saisissant les cristaux de glace. Les chercheurs constituent un corpus d'images, puis soumettent les photos à 100 juges indépendants qui notent sur une échelle à quel point chaque cristal leur paraît beau ou attrayant. C'est là que réside la variable principale de l'étude. Non pas une mesure physique de la glace, taille des cristaux, angle des facettes, diffraction des rayons X, mais le jugement esthétique de volontaires humains devant des photographies. Les auteurs affirment avoir trouvé une différence statistiquement significative. Les cristaux supposément exposés aux intentions positives obtenaient en moyenne des notes plus élevées de beauté que ceux des flacons de contrôle. L'article rapporte une valeur de P à 0,001, test unilatéral, présenté comme une confirmation de l'effet. À première vue, cela en impose. Grande salle, milliers de participants, test en aveugle, score chiffré. À l'examen toutefois, plusieurs problèmes majeurs apparaissent. La variable choisie est éminemment subjective. On ne mesure pas la glace, mais la réaction des juges. Autrement dit, on quantifie un goût et pas une propriété physique. Le résultat, avec une valeur P très faible, dit seulement que pour cet échantillon d'images, les juges ont préféré un lot à un autre. Et cette préférence peut émerger d'autre chose que d'un effet d'intention, notamment de la manière dont des milliers d'images ont été filtrées avant présentation. Le protocole ne décrit pas de façon transparente la chaîne de sélection, ce qui ouvre grand la porte à un biais de confirmation. Au final, l'étude peut n'avoir fait que corréler le goût des juges avec les préférences implicites des opérateurs. Et ça, c'est quand même beaucoup moins magique. Avec ça, on ne va pas faire des ventes exceptionnelles. Autre biais méthodologique, le choix d'un test unilatéral au lieu d'un test bilatéral standard rend le seuil de significativité plus facile à franchir. On ne teste que l'hypothèse que l'intention améliore la beauté, jamais qu'elle pourrait la diminuer. Ce biais de conception favorise mécaniquement un effet positif. Dès lors, la preuve scientifique promise fait pchit, ma pauvre Leslie. Elles font pchit. Nul scientifique n'est impressionné. Une réplication en triple aveugle est plus tard évoquée par la même équipe, toujours avec l'esthétique pour critère, et donc avec le même talon d'Achille. On quantifie un jugement de goût et pas une propriété physique mesurable et stable. Le choix du journal compte également. Explore se positionne explicitement à l'interface médecine complémentaire, conscience, spiritualité. Il est publié par Elsevier, mais accueille volontiers des papiers parapsychologiques. Fait important pour l'évaluation des conflits d'intérêts, Dean Radin, premier auteur de l'article, deviendra plus tard co-rédacteur en chef de Explore. Autrement dit,
L'étude de 2006 n'a pas été publiée dans un organe neutre de sciences physiques, mais dans une revue thématique accusée par plusieurs scientifiques de tolérer des standards épistémiques laxistes. Face à ces résultats, la communauté des spécialistes ne s'enflamme pas beaucoup. Ben non. Aucune équipe de cristallographie indépendante ne confirme, dans des revues de référence, une modification cristalline reproductible causée par une intention. Et si une telle validation devait avoir lieu, ce ne serait pas en détectant l'empreinte d'une pensée sur un solide via un vote de beauté, on la détecterait via des paramètres cristallins mesurés, diffractométrie, calorimétrie, spectroscopie, sous contrôle strict. Mais rien n'arrive et c'est une information cruciale. Le monde réel, marché, images et ados. Emoto ne publie pas seulement des livres d'images, il bâtit autour de lui tout un univers commercial. Il organise des séminaires où il expose sa théorie des vibrations de l'eau, propose des stages de formation ados pour apprendre à capter et transmettre cette mystérieuse énergie, et délivre même des certifications d'instructeurs ados pour ceux qui veulent enseigner la méthode à leur tour. Il lance aussi le Emoto Peace Project, qui distribue gratuitement des albums illustrés aux enfants, convaincus que si chacun comprend que l'eau ressent nos intentions, le monde deviendra plus pacifique. Dans les boutiques New Age, on trouve des gadgets censés structurer l'eau du robinet, bouteilles, autocollants, dispositifs électroniques, ainsi que des partenariats commerciaux avec des marques d'eau minérale présentées comme informées ou énergisées par ces techniques. En 2006, par exemple, Hado Life USA s'associe à H2OM pour une boisson estampillée Official Dr. Emoto's Ready to Drink Indigo Water. L'eau indigo prête à boire officielle du docteur Emoto. C'est ça. Le marketing mobilise un vocabulaire pseudo-technique, vibration, structure, information, et s'appuie sur la force des images. La rhétorique est huilée. Si c'est beau au microscope, alors c'est bon pour votre corps. Cette économie du Hado prospère par capillarité. Spa, boutiques, bien-être, influenceurs et éditeurs spécialisés diffusent les photos des cristaux comme autant d'icônes. Les réseaux sociaux amplifient, la promesse est générale, réduire le stress, harmoniser l'énergie, adoucir l'eau du corps, la preuve est esthétique et c'est le jackpot. L'expérience du riz insulté. Le discours d'Emoto ne s'arrête pas à l'eau gelée. Dans ses conférences, il popularise une démonstration encore plus simple, l'expérience du riz qui est ici, regardez bien. Mais pour en parler, je crois qu'il vaudrait mieux que nous changions de décor. Que vaut la célèbre expérience du riz insulté proposée par Masaru Emoto? Eh bien, le propos reste le même. Nos intentions, nos mots, nos émotions se répercutent dans la matière. Mais cette fois, nul besoin de microscope parce qu'un pot de riz est largement suffisant. Le protocole original, tel qu'il le raconte, est d'une simplicité désarmante. On cuit du riz blanc, on le répartit dans 2 ou 3 bocaux identiques et chaque jour on s'adresse à ces récipients comme à des êtres vivants. Au premier, des paroles d'amour, des mots gentils. Tu es un beau petit grain de riz, je t'aime beaucoup, riz. Enfin bref, vous trouvez à la maison des exemples de mots petits, gentils, amour et gratitude. Au second, des insultes, on le rabaisse, on lui dit qu'il ressemble à une cratte de nez. Et au troisième, éventuellement, beaucoup d'indifférence pour comparer, parce qu'après tout, un peu de méthode. Après quelques jours, nous dit Emoto, le riz aimé reste étonnamment blanc, le riz insulté noircit et pourrit plus vite. Le riz ignoré dépérit parfois plus vite encore, comme si l'indifférence était pire que la haine, une leçon que nous pouvons tous méditer à la maison. La source exacte de cette expérience est difficile à dater. Emoto lui-même ne publie pas de protocole écrit dans une revue, mais il décrit l'expérience dès la fin des années 90 dans ses ouvrages populaires.
Et puis, il la raconte dans ses tournées, bien sûr. En pratique, elle devient virale dans les années 2000, reprise dans des vidéos, des blogs et des ateliers pédagogiques. Sur YouTube, sur Facebook, des centaines et peut-être des milliers de vidéos fleurissent où des familles bien gentilles filment leurs bocaux de riz au jour le jour à la maison. Certains remplacent les mots parlés par des étiquettes collées sur les pots, amour pour l'un, haine pour l'autre, ou bien des numéros, des nombres censés véhiculer une forme d'énergie positive ou négative. D'autres testent des musiques différentes, de Mozart à Metallica, exactement comme pour les cristaux de glace. À chaque fois, l'histoire reste la même. L'intention humaine, traduite par des mots, par des symboles, influerait directement sur la décomposition du riz. La diffusion est massive dans les milieux New Age et dans les réseaux de développement personnel et même dans certaines écoles alternatives qui utilisent l'expérience comme support pédagogique. Elle sert de métaphore puissante. Les mots peuvent nourrir ou détruire. L'amour conserve, la haine corrompt. Le message éducatif, il est basique, il est simpliste, mais il a du sens, il séduit, même si la base, évidemment, au niveau des sciences, est inexistante. Et quelle explication théorique est avancée à tout cela? Emoto invoque toujours son concept de ado, cette énergie vibratoire subtile censée structurer la matière. Comme le corps humain est composé d'eau, l'idée est que les émotions se transmettent et se cristallisent jusque dans nos cellules. Le riz, saturé d'eau après cuisson, devient ainsi un révélateur grossier de ce processus invisible. Mais qu'en est-il vraiment de nos bocaux? Les gens, chez eux, font l'expérience. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Parfois, cela ne donne aucun résultat et alors on n'est pas très motivé à en parler. On ne sort pas de vidéos, on ne partage pas de photos. On oublie. Par contre, quand le bocal insulté se couvre d'un velu tapis de vilains champis, c'est banco. La vidéo édifiante fera des milliers ou des millions de vues. Cela rappelle l'effet tiroir en science. Les expériences qui ne donnent pas le résultat vendeur espéré finissent au fond d'un tiroir au lieu d'être publiées, empêchant tout le monde d'avoir accès à l'information capitale, au moins autant que n'importe quelle autre, selon laquelle l'idée de départ, elle était sans doute fausse. Quand le grand public, séduit par les propos d'Emoto, bricole quelques petits pots dans la cuisine et met en ligne les résultats les plus sympas, les plus à même d'attirer l'attention, nous obtenons un biais du survivant. Ne sont visibles que les occurrences qui ont marché. Une parenthèse biologique entre nous, si vous m'y autorisez. Le narratif nous dit que l'amour empêche le riz de moisir, ce qui serait une bonne chose, mais ce qui mérite qu'on y réfléchisse à deux fois. Car cela veut dire que sur ce substrat de riz cuit, le riz est cuit, donc mort, le riz est mort. Alors, nos émotions positives, nos pensées, nos intentions empêchent le développement de la vie que représente la moisissure, le champignon. Si le résultat allégué est vrai, alors l'amour stérilise, tandis que la haine et l'indifférence facilitent la croissance et le chemin de la vie. Il faut sans doute être touché par une forme de mycophobie, de détestation des champignons, pour adhérer à cette histoire sans trembler des genoux. Si l'expérience du riz était vraie et authentique, alors les laboratoires du monde entier pourraient reproduire ces résultats pour un coût absolument dérisoire. La première équipe qui mettrait en évidence cet effet et qui proposerait un mécanisme décrocherait célébrité et financement. En 25 ans, rien de tel n'est arrivé. Je dis ça, je dis rien. Et même les plus parano-complotistes des défenseurs des motos n'ont pas d'histoire à élaborer pour accuser un lobby des antiseptiques de vouloir étouffer une vérité qui mettrait en danger les ventes d'eau de Javel. Face à une histoire aussi efficace que l'expérience du riz, il nous faut être raisonnable et prendre au sérieux les explications disponibles. Outre les analyses de Hall et de Lauer, déjà citées, des voix sceptiques
Du Skeptical Inquirer à des blogs universitaires, décortiquent les biais qui mènent du laboratoire des motos à des conclusions cosmologiques. Parce que l'expérience du riz a envahi Internet, des équipes de vulgarisation et des blogueurs méthodiques se sont amusés à introduire, enfin, des contrôles. Bocaux stérilisés, répartition aléatoire, double aveugle, plusieurs réplicas, conditions identiques de lumière, température et hygrométrie. Tristement, dans ces conditions, la magie disparaît. Les résultats que certains particuliers ont observés chez eux, en appliquant un protocole inadéquat, s'expliquent par des contaminations, par des micro-variations d'environnement ou tout simplement par le hasard. Ceux qui veulent se contenter d'un test dans leur salon ont bien le droit de croire avoir découvert un mystère qui résiste à la science, mais pas celui d'être pris au sérieux. Parenthèse personnelle, j'ai fait l'essai chez moi avec 2 bocaux que j'ai placés dans mon bureau dans des étagères et j'ai laissé s'écouler 11 mois. Et au bout de 11 mois, le riz, d'un côté comme de l'autre, résistait vaillamment à toute moisissure, malgré l'indifférence radicale que je lui ai vouée. Croyez-moi, ou pas. Confidence pour confidence, c'est exactement pour ça qu'on a inventé les protocoles. Emoto face à la critique. En 2003, le rationaliste et débunker James Randi propose à Emoto de soumettre ses affirmations à un test rigoureux dans le cadre du $1 Million Paranormal Challenge, avec donc $1 million à la clé. Et bien, silence radio. La suite est un classique du genre. Quand la critique ne peut plus être ignorée, le discours se déplace. En substance, on nous dit que mes travaux ne visent pas à convaincre les matérialistes, mais à éveiller les consciences. La science actuelle est trop limitée pour saisir les énergies subtiles. Autrement dit, si les méthodes classiques ne confirment rien, ça n'est pas un échec. C'est la preuve que ces méthodes sont dépassées. Pratique. Ce cadrage transforme la critique en atout. Les sceptiques deviennent les représentants d'un monde froid, sclérosé, enfermé dans un paradigme alors qu'Emoto s'érige en passeur de sensibilité et d'harmonie. Cette acrobatie rhétorique produit une illusion puissante quand on n'en voit pas les ficelles. Le théoricien réussit à prétendre qu'il sait que ce qu'il dit est vrai, tout en affirmant que personne n'a les moyens de vérifier que ce qu'il dit est vrai. Et cela est un point de repère utile. Pour les promoteurs de pouvoir subtil, le doute méthodique des sceptiques est une kryptonite. Ils accusent volontiers l'esprit fermé des matérialistes de faire interférence avec l'énergie mise en jeu dans leur technique, mais c'est le sérieux du protocole qui annihile leurs prétentions. Pourquoi ça marche si bien, la fabrique d'un mythe ? La force de l'histoire des motos tient à une combinaison très efficace. On va passer en revue les différentes dimensions. D'abord, un archétype narratif. La matière te répond. Notre dualisme intuitif est flatté par l'idée de pouvoir manifester nos intentions et émotions dans la matière. Nous n'avons pas beaucoup d'occasions de laisser libre cours à la pensée magique profondément inscrite dans notre fonctionnement cognitif. La théorie des motos réenchante sans effort, confère une agence au monde, rend la morale tangible, la parole douce fait du bien. Le message est socialement désirable, pédagogiquement exploitable et médiatiquement irrésistible. Qui n'aime pas des photos de flocons de gratitude ? Franchement, si vous n'aimez pas ça, vous êtes un monstre. Deuxième point, l'autorité du visuel. Une image de cristal beau vaut 1000 équations. Le public infère une causalité à partir d'un message simpliste et le sentiment que la photographie est objective. Elle est vraie, cette image. Une image ne saurait mentir. Et pourtant, les photos des motos sont le résultat d'une suite d'arbitrages invisibles et très motivés. La simplicité expérimentale. Avec l'expérience du riz, tout le monde devient chercheur. Il n'y a plus de barrière à l'entrée. Il y a en revanche une forêt de variables parasites impossibles à contrôler dans une cuisine. Mais l'impression d'avoir vu un effet prime sur la prise de recul statistique qui seule permet d'évaluer
et d'évacuer les illusions. Le marché du bien-être, une théorie qui promet santé, paix, harmonie et se décline en produits, acquiert une forte puissance rhétorique. Les photos servent de réclame, les mots, ados, structure, information, empruntent à la science leur aura sans son exigence, et les clients, engagés par leur acte d'achat, auront tendance à témoigner en faveur du produit, ce qui permet au piège d'être plus efficace contre le prochain curieux qui s'en approchera. L'écosystème éditorial explore, donne un vernis de scientificité, une publication référencée et surtout le marché du livre qui flatte les intuitions du lecteur est très lucratif. Emoto est traduit partout. Le silence académique. Rares sont les chimistes ou physiciens à avoir consacré du temps à démonter Emoto, tant ses idées paraissent grossièrement infondées. Ce silence a involontairement servi son discours. Faute de réfutation officielle, ses partisans pouvaient dire que personne n'a vraiment démontré qu'Emoto a tort. Le travail de démystification est alors surtout porté par des sceptiques indépendants comme James Randi ou Harriet Hall. La persistance culturelle. La mort d'Emoto en 2014 n'a pas tari la source. Ces images continuent d'infuser sites, livres, vidéos TikTok et ateliers énergétiques. Des organisations comme le Emoto Peace Project ou des écoles d'instructeurs ados maintiennent l'écosystème vivant. Les rééditions du livre l'accompagnent d'un storytelling qui recycle les mots-clés parce que le succès appelle le succès. Il y a derrière de telles entreprises une véritable science des balivernes. Conclusion. Oh, la belle théorie. La jolie théorie de Masaru Emoto nous raconte que notre voix compte, au sens littéral. Elle transforme une aspiration morale en loi de la nature, sans mathématiques ou protocole compliqué, mais en alignement avec nos intuitions. Nous avons au fond de nous une petite tendance à la pensée magique, mais qui n'est pas irrationnelle. Car dans nos interactions sociales, la parole a réellement du pouvoir. Mais le danger n'est pas anecdotique. Une fois que vous avez accepté qu'une image prouve les effets d'une expérience invisible, vous êtes prêt à accepter n'importe quel produit énergisé, n'importe quel diagnostic vibratoire, n'importe quel bricolage pseudo-médical. Face à ces produits cognitifs, les sceptiques, les critiques, les zététiciens peuvent très facilement être perçus et désignés comme des jaloux, des esprits étroits, mesquins, qui salissent tout, et qui désirent tuer chez les autres la part de spiritualité qui leur manque. D'accord. Mais un tel jugement me semble peu charitable. Il n'est pas à la hauteur de ceux qui affirment croire que l'amour transforme le monde. Alors, aimez cette vidéo. Aimez-la. Mettez un petit pouce. Partagez-la. Faites comme si nous étions en 2004 et qu'elle était un petit grain de riz. Et merci de l'avoir regardé. Pensez à vous abonner au Bureau du Bizarre et puis revenez me voir parce qu'il y aura une prochaine vidéo avec des trucs encore plus bizarres. Bisous. Bien sûr, Leslie, je sais. Indolence parfaite. Es-tu seulement là? Et je te maltraite.